Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va regarder cette partie 3, l'exploitation des courbes de dosage. Il y avait une vidéo que je vous avais donnée pour préparer et qui est en lien avec ça. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous incite très fortement à le faire parce qu'on y parle d'une petite technique indispensable pour arriver à exploiter ces courbes. Donc dans cette partie-là, on ne va pas parler de calcul, on va juste essayer de comprendre comment on fait pour analyser une courbe de dosage, parce que c'est notre chapitre. Il y a quelques petites astuces qu'on va voir et il y a une technique qu'il faudra absolument maîtriser. Donc prenez déjà votre règle ou encore mieux votre équerre. Elle sera indispensable pour arriver à faire ce genre de choses. On va commencer par le point méthode. Alors vous allez voir, je vais faire les points en même temps à chaque fois sur les différentes courbes. Je vais commencer à tracer la tangente, une autre tangente, etc. Bref, c'est une méthode qu'on appelle la méthode des tangentes. Alors, comment on fait? Le but déjà, c'est quoi? Le but, c'est de repérer le volume équivalent. D'accord? Alors ici, c'est déjà fait pour vous. Le volume équivalent, on le note avec un E à la fin. D'accord? Ici, c'est le VBE, le volume de base à l'équivalence qu'on a versé. Alors, il y a un premier truc, c'est que déjà, sans sortir une technique de folie, on peut voir quand même qu'il se passe quelque chose dans cette zone. D'accord? On voit qu'il y a ce qu'on appelle un saut de pH qui se produit. Et donc, on va se dire qu'il se passe quelque chose ici entre 10 et 15. Et même encore mieux, on voit qu'il se passe quelque chose entre 10,5 et ici 12. D'accord? Alors maintenant, la technique, il faut être un petit peu plus précis. Alors, comment on fait? On prend notre règle et on vient se placer au niveau de l'endroit là où ça commence à bouger, où ça commence à bouger beaucoup. On appelle ça une inflexion. Et on vient tracer un petit peu comme ça, comme on veut, un premier trait. D'accord? On utilise le crayon de papier, c'est quand même mieux. On fait la même chose en se décalant. On va rester bien parallèle. D'accord? Voilà, on peut le faire à main levée. On en fait un deuxième sur l'autre point d'inflexion. D'accord? Maintenant, la technique, c'est d'aller arriver à en faire un troisième en plein milieu des deux. Donc pour ça, vous prenez votre équerre, d'accord, vous mesurez la distance. Bon, ben moi ici, je lis 1,2. 1,2, ça veut dire que la moitié, c'est à 0,6. D'accord, donc là, j'ai un premier trait que je vais pouvoir faire. Je fais la même chose un petit peu plus haut. 0,6, voilà. Je relis tout ça. D'accord, donc ça, ce sont des traits de construction. Et maintenant, le point, vous voyez ici, qui croise notre courbe, c'est ce qu'on appelle le point d'équivalence. D'accord? Le point d'équivalence, on peut le noter avec le grand E, comme on a vu précédemment. Donc ici, on redescend sur l'axe horizontal, sur l'axe des abscisses, et le point, voilà, qui croise l'axe des abscisses, c'est ce qu'on va appeler le volume à l'équivalence. D'accord? Ici, on l'a appelé VBE. Voilà comment on fait pour trouver un volume équivalent à partir d'une courbe. D'accord? Donc des fois, vous avez ce petit trait de construction là en plus pour vous indiquer qu'on a pris la moitié. Voilà, je ne le mettrai pas à chaque fois pour pas surcharger la figure. L'important, c'est donc ça, de faire deux parallèles, d'accord, au point d'inflexion, et ensuite d'en faire une troisième qui se situe en plein milieu des deux. Alors, particularité de ce qu'on a fait ici, on a dosé un acide fort avec une base forte. Alors, comment on peut voir qu'on a dosé un acide? Pourquoi on a dosé un acide par une base? Je vous rappelle, à main levée, dans un dosage, on a toujours un titré et un titrant. Ici, si je dose un acide par une base, ça veut dire que l'acide, il est là, et que la base, elle est ici. D'accord? Ça, c'est le titrant. Et ça, c'est le titré. On met où le pH mètre? Bah forcément, on ne va pas mettre le pH mètre dans la burette. Le pH mètre, il va être ici. D'accord? On va mesurer le pH ici. Alors au début, j'aurai un pH acide. C'est ce que je vois ici. Je suis largement en dessous de 7, j'ai un pH acide. Au fur et à mesure de mon dosage, en versant du titrant dans le titré, je vais avoir une réaction entre la base et l'acide. Autrement dit, je vais détruire de plus en plus d'acide. Ça se voit, le pH, il augmente, parce qu'il y a de moins en moins d'acide.
Et arrivera le moment de l'équivalence où tout l'acide aura été détruit. Et là, vous avez un seau. D'accord? Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il n'y aura plus d'acide qui sera attitré, vous allez continuer à faire couler comme ça un peu de votre titrant. Qu'est-ce que c'est le titrant? C'est de la base. Donc, s'il n'y a plus d'acide, là maintenant dans votre bécher, il n'y aura plus que de la base et vous avez un pH basique. D'accord? Donc ça, c'est les deux moments du titrage. Au début, on a de l'acide dans notre bécher et après, il n'y a plus d'acide. On verse que de la base à partir du titrant qui ne peut plus réagir. Donc forcément, le pH devient basique. Particularité, lorsqu'on a un dosage d'acide fort par une base forte, au moment de l'équivalence, cette réaction donne un pH qui vaut 7. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus du tout d'acide ni de base. D'accord? Là, vous avez une base forte, un acide fort par excellence, une base forte par excellence. Voilà. À l'équivalence, les deux sont dans les proportions stoichiométriques, on en avait parlé, les deux sont détruits, donc forcément, s'il n'y a plus d'acide et plus de base, vous vous retrouvez avec un pH neutre, un pH qui vaut 7. Je vous montre cette courbe qui est là. Alors, je ne vais pas refaire la technique tout de suite, je la referai un petit peu plus tard. Là, vous avez le dosage, vous voyez ici, qui est un petit peu différent. Vous devez pouvoir arriver à reconnaître ça. Au départ, on a un pH qui est basique, donc j'utilise une base ici, et je vais verser un acide depuis la burette. D'accord? Donc là, pH est basique, on va détruire cette base, et après l'équivalence, la base étant détruite, on continue à verser des gouttes, on verse, et on a un pH de plus en plus acide. Voilà. Donc regardez bien ces deux courbes, ça il faut être capable de le dire, c'est pas très compliqué. Est-ce qu'on dose un acide par une base? Voilà, ça c'est le cas. Et ici on dose une base par un acide. Alors, regardez toujours le pH au départ pour le savoir. Là le pH est acide, là le pH est basique. Alors dans le cas d'un titrage d'un acide faible par une base forte, on a dit qu'on devait toujours doser un acide par une base, mais pourquoi pas doser un acide faible? Il y a une petite spécificité qu'il faut connaître. C'est une définition. Après, on verra comment ça se matérialise sur la courbe. La définition est la suivante. C'est que le pH à la demi-équivalence autrement dit, volume équivalent divisé par 2, c'est ça la demi-équivalence. Le pH à la demi-équivalence est égal au pKa du couple AH A-. Qu'est-ce que c'est que le pKa? Voir le chapitre précédent, le pKa, c'était cette relation qui liait le Ka, donc le pKa, je vous rappelle, c'était moins log de Ka. C'était pour savoir si l'acide était fort ou faible, puisque Ka nous donnait la quantité, nous donnait en fait une proportion entre la quantité de base qui avait été créée et la quantité d'acide. Voilà, on avait dit que plus le pKa était petit, plus l'acide était fort. Bon, alors, regardez. Quand on dose un acide faible par une base forte, il y a un petit truc qui permet de savoir qu'on est en train de doser un acide faible, c'est ici. Il y a un point de départ qui n'est pas très net. Ça bouge un petit peu, ça fait une petite inflexion. Ça, c'est le signal qu'on a un acide faible. D'accord? C'est une petite astuce, on ne va pas démontrer pourquoi ça fait ça, on va considérer que c'est admis. L'équivalence, d'accord, elle est ici. Et si vous prenez la demi-équivalence, alors là on peut compter, l'équivalence elle est à 12 ml. Prenez la demi-équivalence, elle sera à 12 divisé par 2. Ça fait 6 ml. Eh bien le pH ici est égal au pKa du couple. Voilà. Alors c'est pas une question hyper importante, mais ça peut vous permettre de grappiller un petit point ou un demi-point dans votre énoncé. D'accord? Donc voilà, vous pouvez retrouver le pKa. Attention, c'est une technique qui ne fonctionne pas pour un acide fort et par une base forte, puisque dans ce cas-là, par définition, un acide fort, on ne vous donne pas de pKa. Voilà, donc ça c'est pour la première technique. Je passe au petit 3.
pour doser une base faible par un acide fort. Vous revoyez ici la même petite inflexion. D'accord? Ça commence pas de façon très nette. Ça, c'est le signe qu'on a une base faible. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir l'œil pour le voir. Hein. Donc, je vous le montre. Essayez de le retenir. Il y a la demi-équivalence. Hein, pareil, l'équivalence est là. 12. Demi-équivalence 6. Vous avez à nouveau la possibilité de trouver un pK. Alors ça, c'est vraiment, si on vous demande pour la base faible, ça, ce sera vraiment très rare. Donc, j'insiste pas trop. Ça sert plutôt dans ce cas ici. Voilà, donc là je vous redis, la petite concavité qu'on a au départ, c'est ce truc-là qui permet de voir si c'est un acide faible, une base faible ou pas. Dernière partie de notre chapitre, les solutions tampons. Alors les solutions tampons, vous les avez déjà utilisées en TP, j'espère que vous vous en souvenez, c'est ce qui servait à étalonner votre pH mètre. Vous vous souvenez, il y avait des solutions qu'on utilise pour étalonner le pH mètre où il y a écrit pH égale 7 ou pH égale 4. Eh bien, ces solutions, on les a fabriquées de façon spéciale. Alors, on ne vous demande pas de savoir les fabriquer, mais il faut savoir que si on les appelle des solutions tampons, c'est parce qu'elles ont des propriétés qui sont bien pratiques, surtout quand on vous les donne en TP. Eh bien, elles vont garder le même pH, même si on fait quelques petites manips sur elles. D'accord? Donc, par exemple, si on rajoute de l'eau, elles vont garder le même pH. Si on rajoute un petit peu d'acide ou qu'on rajoute un petit peu de base, eh ben, elles vont garder le même pH. Ok? Alors, l'eau n'est pas du tout une solution tampon. Vous mettez un acide dans l'eau, ça devient acide. Vous mettez une base dans l'eau, ça devient basique. Les solutions tampons, elles sont spéciales. Hein. C'est une petite recette. Encore une fois, on ne vous demande pas de connaître ces recettes. Mais on va noter ce que c'est une solution tampon. Est une solution dont le pH varie très peu lorsque, alors en 3 cas, varie très peu lorsque, premièrement, on ajoute un peu d'acide, varie très peu lorsqu'on ajoute un peu de base, et varie très peu lorsqu'on la dilue légèrement. Voilà. Alors, pourquoi on l'utilise dans les étalonnages des pH mètres? Comme vous n'êtes pas toujours très rigoureux, vous rincez votre pH mètre, vous rajoutez un tout petit peu d'eau dans la solution tampon, il faut qu'elle garde son pH. Vous rincez pas bien et avant c'était dans de l'acide, il faut qu'elle garde son pH. Vous rincez pas bien et avant c'était dans de la base, il faut qu'elle garde son pH. Donc voilà pourquoi on utilise des solutions tampons dans l'étalonnage des pH mètres, mais aussi, et ça c'est plus intéressant pour vous, dans certains médicaments ou certains produits cosmétiques pour contrôler le pH. D'accord? On n'a pas envie par exemple d'avoir des savons qui soient trop acides ou trop basiques si on a la peau sensible, donc on va rajouter des substances qui vont en quelque sorte tamponner le pH. Et encore mieux, le sang est un milieu tampon, le milieu tampon par excellence, hein, vous l'avez en vous, puisque quand vous allez manger, quand vous allez produire des déchets grâce à vos muscles, quand vous faites de l'exercice, quand vous allez respirer, vous incorporez dans votre sang, on va dire, des choses qui sont plus ou moins acides, plus ou moins basiques. Or, votre pH de votre sang ne doit quasiment pas varier, sinon vous risquez d'avoir des soucis. Je prends un exemple très simple, si vous buvez des boissons qui sont très acides, comme du coca ou du jus de citron, quelque part ailleurs dans votre corps, vous avez des os qui contiennent du calcaire. Si cet acide va directement au contact du calcaire, vous allez en quelque sorte détruire vos os. Donc vous ne voulez pas que ça arrive. Du coup, le pH va être tamponné, d'accord, grâce à des substances qui sont dans le sang pour éviter de varier beaucoup si vous consommez des produits qui sont très acides dans vos boissons. D'accord? Donc voilà. Si vous n'avez pas lu, je vous laisse lire. Là, vous n'avez pas besoin de moi. Alors, pour préparer une solution tampon, lors d'un titrage, on observe que le pH varie très peu dans la zone qui est située autour de la demi-équivalence. Donc, la quantité d'acide est voisine de la quantité de base conjuguée. Je vous montre la courbe pour vous expliquer où je veux en venir.
il y a au moment du dosage un endroit qui n'est pas du tout une solution tampon, enfin, c'est là, le pH varie beaucoup, mais il y a deux endroits où le pH finalement il varie très doucement, là et là. Ça, c'est quasiment des solutions tampons, d'accord? Cette zone-là, pas du tout, mais ces zones-là, ça l'est. Donc à retenir pour nous, ici, la solution tampon. Sans rentrer trop dans les détails, la solution dans les tampons doit contenir l'acide et sa base conjuguée en même temps. D'accord? C'est à ce moment-là que vous avez des solutions tampons. Une solution tampon, ça contient de l'acide et de la base en même temps. C'est ce qui se passe à ces endroits dans les courbes. Vous avez de l'acide, en même temps, vous l'avez détruit grâce à la base. Donc vous avez sa base conjuguée qui est présente. En même temps, il y a encore un peu d'acide jusqu'ici, après il va disparaître. Et donc là, vous êtes dans le cadre d'une solution tampon. Ok? Donc voilà pour ces parties-là sur le cours. Je vous donne rendez-vous pour corriger dans une prochaine vidéo les exercices. À bientôt.